Merci Michel, bonjour à tous. Donc Pierre Larouturou. Je voudrais d'abord remercier Adélaïde, Nicolas, tous ceux et celles qui ont organisé des marches citoyennes d'une façon ou d'une autre en Belgique. C'est un des rares trucs qui me permet de garder le moral. Il y a quand même, vous allez voir le PowerPoint. Non, mais sans rien, il y a de quoi se flinguer quand même. Vous allez voir, si vous êtes là, si vous savez que c'est un peu inquiétant. Mais quand je vois la gravité de ce qui se prépare ou de ce qui se passe, quand je vois l'inertie des politiques, parfois je me dis que c'est foutu, on a perdu la bataille. Mais quand je viens, quand tu m'as invité pour venir à Namur un jour avec vous, quand il y avait les marches en janvier, voilà, je me dis que c'est comme ça qu'on peut faire bouger les choses. Moi, je me souviens de mes derniers cours de Sciences Po, ça ne me rajeunit pas, mais le meilleur spécialiste de l'Allemagne, en avril 89, nous avait dit que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans et que de notre vivant, on ne verrait pas la fin du mur. C'était le plus grand spécialiste de l'Allemagne, donc on n'avait pas le droit de rigoler. Voilà. Et en avril 89, tous les spécialistes, tous les diplomates pensaient que le mur de Berlin était encore là pour l'éternité. Et puis, il s'est passé un truc qu'ils n'avaient pas vu venir. Des citoyens se sont mis en mouvement. Au début, ils étaient 3, ils étaient 30, ils étaient 3000. Et en quelques semaines, ils ont fait tomber le mur de Berlin juste parce que ce système les empêchait de dormir. Ça devenait insupportable, irrespirable. Et franchement, quand j'étais avec vous l'autre jour à Namur, quand j'étais en janvier à Bruxelles, alors qu'il faisait 5 degrés, qu'il y avait une petite pluie fine, on était presque 90 000, d'après la police, à être très content d'être sous la pluie fine pour dire il y en a marre, on veut faire bouger les choses. Et depuis, une bonne partie de la classe politique s'est mise à réfléchir. C'est pas encore gagné. Mais par contre, y compris des gens du même parti que Charles Michel disaient l'autre jour qu'ils avaient envie de se mettre en mouvement. Et c'est grâce au mouvement citoyen, les étudiants, les ONG, d'autres qui sont là. Donc c'est le seul truc qui me rend optimiste et je pense qu'il ne faut surtout pas baisser les bras. Adélaïde, on prend quelques jours de vacances et puis on s'y remet en septembre. On ne va pas disparaître à coup sûr. Donc on m'a demandé de parler du pacte finance-climat, qui est un des outils. C'est évidemment pas le seul. Je pense que si on veut gagner la bataille, il faut montrer qu'il y a 2 ou 3 ou 4 outils qui vont permettre de gagner la bataille. Si vous êtes là, c'est que vous connaissez la gravité, mais peut-être qu'autour de nous, il y en a qui n'ont pas encore compris la gravité du problème. L'autre jour, tu l'as dit, 50 degrés en Inde, c'est des millions d'hommes et de femmes. On commence à dire que la nappe phréatique sous beaucoup de villes sera complètement vide d'ici 1 an ou 2. Comment est-ce qu'on fait quand la nappe phréatique est vide pour des millions d'hommes et de femmes? C'est juste absolument l'horreur. Au Sahel, l'autre jour, j'ai passé 2 jours à Bamako. J'étais invité par des universitaires. Il m'a fallu un moment pour m'en remettre. On est capable maintenant de voir, en analysant les pollens, en analysant la trace de l'eau dans les argiles, on peut remonter l'histoire fine du climat sur 1600 ans. Et les climatologues vous disent que depuis 1600 ans, on n'a jamais vu une telle catastrophe que la sécheresse que vit le Sahel en ce moment. On n'en parle pas beaucoup dans nos journaux, mais à Bamako, ils parlent du sida climatique. Le vrai sida, le VIH, a fait des milliers de morts dans ce pays, mais ils disent que le climat, si on ne fait rien, va faire aussi des milliers de morts. Et ils se demandent comment l'Europe, effectivement, peut les aider. L'idée d'un plan Marshall pour les aider massivement en mettant la société civile et pas seulement les dirigeants dans la boucle, ça les intéresse beaucoup. Et ils m'ont invité à retourner à Bamako dans quelques temps pour qu'on avance. Donc, pour le moment, c'est surtout dans les pays du Sud. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de totalement injuste. C'est avec les gens d'Alternativa à Bayonne qu'on a lancé la campagne pour le pacte climat il y a 2 ans. Et on avait axé sur l'idée d'un besoin de justice climatique, parce qu'on sait tous que c'est l'Europe, c'est pas pour se flageller, c'est juste pour dire la vérité, que l'Europe, si on fait le bilan depuis 2 siècles du stock de CO2, c'est l'Europe qui est numéro 1 pour les émissions depuis 2 siècles. Et et l'Afrique a très très peu émis de CO2. Et par contre, pour le moment, l'Europe est quand même plutôt protégée. Et c'est en Afrique et dans d'autres pays, dans d'autres zones du Sud qu'on souffre le plus. Donc pour le moment, l'Europe était protégée, mais peut-être, heureusement, ça va nous réveiller, on commence aussi, nous, à être touchés. Il y a 3 ans maintenant, vous vous souvenez des inondations en Belgique et en France, où la récolte de blé a perdu 30% à cause des inondations, moins 30%. Heureusement que l'Ukraine, on sait tous qu'il y a 2 greniers, on a appris ça à l'école, qu'il y a 2 greniers qui nourrissent l'Europe, c'est la France et la Belgique et puis l'Ukraine. Heureusement que l'Ukraine a fait une très bonne récolte cette année-là, parce que si l'Ukraine avait eu aussi des inondations ou bien une grosse canicule au mois de juin, c'est pareil, le blé ne se remplit pas, on aurait tous des tickets de rationnement. Donc c'est évidemment d'abord dans les pays du Sud qu'on souffre, mais on peut n'importe quand, dans quelques mois, dans quelques années, avoir un très gros problème agronomique. On est tous des petits mammifères, hein. On a l'habitude avec Internet, on clique, c'est génial, en 24 heures, youpla boum, tout arrive chez nous. Mais on est quand même des petits mammifères, on aime bien faire 2 ou 3 repas par jour, et si notre stock de céréales ne représente pas un tiers de la consommation annuelle. Si on ne fait rien, les prévisions de Météo France pour... jusqu'à maintenant, on n'avait jamais dépassé en France ou en Belgique des températures supérieures à 42 degrés. Et Météo France nous dit que dans 30 ans, on espère la plupart d'entre nous être encore là dans 30 ans, on aura très souvent, tous les 2 ou 3 ans, des canicules, donc de plus en plus fréquentes et de plus en plus chaudes. Et quand il fait 54 ou 55 degrés, le corps humain, il n'aime pas. Quand il fait 40, ça va, la limite, c'est au mois d'août, on reste à l'ombre, on boit, on est crevé, mais c'est pas grave, on ne va pas au travail. Donc des canicules légères,
pas très souvent et au mois d'août, c'est pas très grave. Mais des canicules à 52, 55 degrés qui reviennent très souvent, qui commencent en juin et qui peuvent continuer en septembre, le directeur de Météo France me racontait que c'est comme un boxeur qui se prend un coup dans la tête, il peut se relever, un deuxième coup, il peut se relever, mais le troisième, il reste. Voilà. Et quand on aura des canicules à répétition, un corps biologique, que ce soit un corps humain, une forêt ou un troupeau, résiste très 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 mal à ces canicules très fortes et à répétition. Une des courbes les plus inquiétantes, c'est juste pour qu'on arrive à mettre, c'est pas pour nous faire peur, c'est juste maintenant tous mes rendez-vous, quel que soit le sujet, je commence par montrer cette courbe. C'est juste pour montrer que la plupart de nos politiques ne comprennent pas les problèmes qui ne sont pas linéaires. Moi, depuis que je suis petit, on me parle du déficit de la Sécu et tous les gouvernements qui arrivent font une réforme pour la Sécu, on met une grosse rustine et puis on sait qu'on passera le dossier au suivant. Et il faut leur faire comprendre que sur la question du climat ou de la biodiversité, on n'est pas sur des problèmes linéaires. On peut très vite avoir un moment d'effondrement, un moment de non-retour où ce sera trop tard. Cette courbe, c'est l'évolution de la glace au Groenland, la fonte des glaces avril, mai, juin, juillet, août, depuis 30 ans. La courbe en bleu, c'est en moyenne depuis 30 ans. Et on voit que même quand il faisait très chaud, à la fin de l'été, en moyenne, il n'y avait pas tout à fait 20% du Groenland qui avait fondu. Pas tout à fait 20. Et cette année, à la mi-juin, on était déjà à 45% qui avait fondu. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'être des génies de la météo pour comprendre le problème. On voit ces cercles vicieux qui se mettent en place. Et on sait tous qu'une surface blanche, elle renvoie la lumière et la chaleur, et que quand une surface blanche disparaît, la glace fond et elle est remplacée par un truc qui est foncé, ben le truc qui est foncé, il va absorber la chaleur. Donc voilà, c'est un cercle vicieux. Le dérèglement climatique fait fondre les surfaces blanches. Il y a de moins en moins de surfaces blanches. Pareil, le permafrost, les terres qui sont congelées autour du cercle polaire, elles se décongèlent, la matière organique pourrit, ça envoie du méthane, et le méthane, il a un pouvoir réchauffant 24 fois plus grave que le CO2. Et pas de chance, c'est juste près du pôle Nord, donc ça va accélérer la fonte des glaces. Voilà. Donc le problème, c'est que les climatologues nous disent ça depuis 35 ans. Et même quand ils avaient des modèles mathématiques pas très subtils, ceux qui nous ont annoncé il y a 35 ans, pour maintenant, c'est très proche. Voilà. Donc on peut peut-être se dire qu'il faut commencer à les écouter et qu'effectivement, il y a un moment où ces cercles vicieux, ces cercles de rétroaction vont accélérer et ce sera foutu. Quand on était petit, on faisait tous du toboggan. Parfois, il y avait des toboggans à double pente. Au début, on peut encore s'arrêter si on a la trouille. Et puis après ça, il y a un moment où la pente est telle qu'on ne peut plus rien faire. Même si on s'accroche, c'est foutu. Et bien là, il faut faire comprendre à nos dirigeants que ce n'est pas un problème pour dans 20 ans ou dans 30 ans, qu'on n'a réellement que peu de temps, qu'on peut assez vite, plus vite que ne le disaient les climatologues il y a 30 ans, arriver à un point de non-retour. Je ne vais pas être trop long sur le diagnostic. Si on va vers un réchauffement à 3 ou 4 degrés, ce sera en moyenne 3 ou 4 degrés, mais on sait que les océans vont moins se réchauffer et que les terres émergées vont plus se réchauffer, donc avec des conséquences agronomiques, humaines, catastrophiques. Encore pire en Afrique qu'en Europe. L'Afrique, on pourrait y passer la soirée, c'est immense. Mais la FAO nous dit qu'on a des scénarios assez probables avec des réductions de 40, 50, 60% des récoltes. Voilà. Quand il y a moins d'eau et qu'il y a plus d'évaporation, on comprend bien le problème. Une plante va avoir du mal à faire du grain et à faire grossir le grain. Et si la récolte est divisée par 2 et si la population double, on voit bien la souffrance pour des millions d'hommes et de femmes derrière, et sans doute des mouvements, d'abord la souffrance pour des millions d'hommes et de femmes, et derrière des mouvements migratoires qu'on aura du mal à gérer de façon fraternelle et non violente. L'estimation la moins pessimiste, parce que l'ONU a des chiffres plus inquiétants, c'est qu'on aurait 140 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. Voilà. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'Europe doit agir, parce que quand la Banque mondiale dit ça, c'est d'abord l'Afrique, où les gens vont le plus souffrir, hélas, et où ils vont plus bouger, et l'Europe devrait accueillir 90 millions d'hommes et de femmes qui vont quitter le territoire où ils sont nés, parce que c'est ça, ou bien on crève sur place, ou bien on bouge. Et quand on voit comment on a du mal à accueillir déjà 2 millions de réfugiés depuis quelques années, qui c'est qui pense qu'on saura accueillir de façon fraternelle et non violente si on a 70, 80, 90 millions de gens qui traversent la Méditerranée? C'est juste infaisable. C'est pas pour rien si mon ami Jean Jouzel et les climatologues du GIEC ont eu le prix Nobel de la paix. Ils passent leur temps à parler de CO2, de méthane, de glace, mais ils n'ont pas eu le prix Nobel de chimie ou de physique. Ils ont eu le prix Nobel de la paix, parce que c'est bien la paix mondiale qui est en jeu dans les 15, 20 ou 25 ans qui viennent. Donc ça, vous la connaissez, cette courbe, mais elle est aussi impressionnante. Quand je la montre à des politiques, souvent ils me la prennent pour la voir de plus près. C'est l'évolution du CO2 depuis 800 000 ans. Tous les blagueurs, je reste poli puisqu'on est filmé, mais tous les climato-sceptiques qui nous disent il y a toujours eu des oscillations, voilà. Effectivement, parce qu'il y a des oscillations naturelles, parce que notre petite planète ne tourne pas de façon tout à fait parfaite autour du Soleil, donc il y a des mouvements, mais jamais depuis 800 000 ans, qu'on est capable de reconstituer le CO2 très précisément, jamais on avait dépassé les 300 unités de CO2 dans l'atmosphère. Jamais. Voilà. Et là, en moins d'un siècle,
on est passé de 300 unités à 415 unités et ça va de plus en plus vite. C'est vraiment flippant que de voir depuis un an l'évolution du CO2 dans l'atmosphère va 4 fois plus vite que dans les années 60. Quand on a commencé à Mauna Loa à le mesurer, on était à 0,8 unités de plus chaque année et maintenant ça va 4 fois plus vite. Donc malgré tous les sommets, malgré l'action hélas de toutes les ONG, de tous les pseudo-économistes dans mon genre, malgré tous ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme, la courbe n'est pas du tout en train de s'inverser, la courbe est plutôt de plus en plus flippante. Là, depuis un an, l'évolution du CO2 dans l'atmosphère, ça va 4 fois plus vite que dans les années 60, parce que nos émissions continuent à augmenter. Voilà, on ne fait quasiment aucun effort. L'Europe a un tout petit peu baissé, mais si on tient compte de ce qu'on importe depuis la Chine, notre bilan est encore catastrophique. Donc nos émissions continuent à augmenter très nettement. Et puis le deuxième problème, c'est que la planète, qui était bonne fille jusqu'à maintenant et qui absorbait une bonne partie du CO2, dans les océans et dans les forêts, la planète était sympa et elle absorbait beaucoup de CO2, ce qui fait qu'il n'y avait qu'une petite partie du CO2 qui restait très longtemps et qui avait un effet néfaste. Mais la planète, les océans commencent à saturer, on fout en l'air des millions d'hectares de forêt, donc le côté tampon de la planète diminue et donc il y a une part de plus en plus importante qui va aller dans l'atmosphère et qui va avoir ce réchauffement. Donc pour toutes ces raisons, j'ai déjà... Ok, je suis désolé. Donc pour toutes ces raisons, il faut radicalement changer de braquet. J'accélère, hop. On sait ce qu'il faut faire. On sait dans des pays comme la Belgique ou la France d'où ça vient. C'est le transport. On a une alimentation qui a fait des milliers de kilomètres et on met beaucoup trop de camions et de voitures sur les routes qui font des bouchons. C'est l'industrie, c'est l'agriculture, c'est l'habitat. Quand Nicolas Hulot démissionne, il dit « Je voulais 7 milliards pour isoler les bâtiments en commençant par les plus précaires ». Et le ministre des Finances a dit « On s'en fout, il n'y a pas d'argent ». C'est l'énergie. Donc, il y a pas de... on sait très bien, il y a plein de gens qui ont travaillé là-dessus, qui à petite échelle savent ont montré qu'il y avait des solutions efficaces. La question est de savoir comment est-ce qu'on finance un effort beaucoup plus important. Il y en a qui ont la trouille de ce chantier, mais nous, je pense qu'il faut que nous, comme citoyens, qu'on leur dise « Mais attendez, vous ne serez pas tous les seuls. On est des millions à vouloir se retrousser les manches. Et dans l'histoire de nos pays, on a déjà été capable de réussir des chantiers qui paraissaient colossaux comme ça. Quand les citoyens ont poussé pour avoir l'école pour tous, en France, c'était Jules Ferry, je ne sais pas comment il s'appelait, le Jules Ferry belge, mais il y avait déjà des lobbies qui bloquaient. Il y avait déjà des gens qui disaient l'école pour tous, c'est une idée généreuse, mais le pays n'est pas mûr, le pays n'est pas riche, on a encore besoin des enfants dans les mines et dans les fermes et dans les usines. Voilà. En France, il y a une pétition avec 1 200 000 personnes qui avaient signé pour demander l'école laïque, gratuite et obligatoire. Il n'y avait pas Internet à l'époque. On voit les gars qui remontent des charrettes entières, ils allaient frapper chez les voisins pour dire est-ce que tu as signé la pétition pour demander à Jules Ferry d'avancer. Et donc il y a une pression des citoyens. Jules Ferry fait la loi pour dire qu'il faut dans chaque village faire une école. Et après ça, c'est un bazar monstrueux. Dans chaque village, on fait l'école des garçons, l'école des filles, la maison des maîtres. Évidemment, c'est plus compliqué que ce qu'on pensait quand on a voté la loi. Évidemment, on s'engueule un peu parce qu'on est toujours un peu en retard et que le maire et les architectes ne sont pas d'accord. Mais globalement, ce qu'on retient, c'est que dans tous nos pays, en 20 ou 25 ans, on était capable de réussir l'école pour tous. Tu parlais tout à l'heure, Adélaïde, de Kennedy. Quand Kennedy dit on va aller sur la Lune, il y en a qui pensent qu'il est frappadingue et qu'il a pris un coup de soleil. Kennedy n'a pas la moindre idée de tous les problèmes techniques qu'il faut régler. Effectivement, il n'en a pas la moindre idée. Mais il donne un cap. Et il y a des millions de gens qui se disent « Purée, je suis fier d'être dans ce pays, ça a de l'allure, on va aller sur la Lune ». Il met les budgets. Le budget de la NASA est multiplié par 15. Je pense qu'il y a quelques comptables qui se sont arrachés les cheveux ou écorchés. Voilà. Tout d'un coup, on multiplie par 15 le budget de la NASA. On crée 400 000 emplois. Et finalement, on arrive à aller sur la Lune plus vite que prévu. Et peut-être que sauver notre petite planète ou sauver notre humanité, parce que la planète s'en remettra, c'est encore plus important que d'aller sur la Lune il y a presque 50 ans aujourd'hui. Donc on commence les bonnes nouvelles. Si on se donne les moyens, c'est pas foutu. Voilà, tous les climatologues nous disent que c'est encore possible, que ça s'accélère, que c'est flippant, mais qu'il y a encore une fenêtre où ça n'est pas foutu. On peut encore ralentir les cercles de rétroaction. On ne va pas stopper le réchauffement, mais on peut encore vivre de façon humaine et arriver à nourrir tout le monde si on arrive à agir radicalement. Ce qu'on dit, nous, c'est qu'avec Trump, il n'y aura aucun accord international. Donc il y aura un grand sommet à l'ONU le 23 septembre. Mais ce serait trop facile de dire à cause de Trump, on ne peut rien faire. C'est pour ça qu'on va insister auprès des dirigeants européens. C'est trop facile de se moquer de Trump et de Bolsonaro si nous-mêmes, l'Europe, on est la première puissance économique, on est le premier responsable depuis 2 siècles des émissions de CO2. Nous avons une responsabilité. Donc les bonnes nouvelles, c'est que ça pourrait créer massivement des emplois. En France, on a le soutien pour le pacte climat de l'ADEME, une agence du ministère, qui dit que tout ce qu'on propose est tout à fait sérieux. Ils ont travaillé pendant des mois avant de le dire publiquement, et qu'on pourrait créer 900 000 emplois, des emplois utiles, correctement payés sur tous nos territoires, des emplois non délocalisables. Vous faites le parallèle pour la Belgique, c'est à peu près 150 000 emplois. Pour l'ensemble de l'Europe, c'est 5 ou 6 millions d'emplois, et sans doute autant de l'autre côté de la Méditerranée. Donc dans des pays où il y a encore un chômage et une précarité catastrophique, quand le FMI nous dit qu'on va avoir une nouvelle crise, ce serait peut-être bien de créer des emplois utiles, bien payés et non délocalisables.
La question est juste comment on le paye. Et là, c'est le même bazar dans tous les pays. Il n'y a aucun pays qui ne sait comment le faire. Charles Michel, vous avez reçu, je crois, Nicolas, juste après les grandes manifs. La question de Charles Michel, c'est, tu raconteras ça, mais qui va payer? Comment on paye? En Allemagne, j'étais l'autre jour au Bundestag et les ministres s'engueulaient sur les réseaux sociaux parce que Peter Altmaier dit « Je ne sais pas comment financer la loi sur l'efficacité, donc on va retarder la sortie du charbon ». Et un quart d'heure après, la ministre de l'Environnement l'engueule en disant « Peter, tu n'as pas le droit de dire ça, il faut qu'on se creuse la tête ». En Espagne, notre amie Teresa Ribera fait une stratégie super audacieuse pour arriver au zéro carbone, mais elle ne sait pas trop comment le financer. Et nous, quand Nicolas Hulot démissionne, c'est parce qu'il n'y avait pas les sous. En Allemagne, c'est intéressant de voir que ça bouge quand même, parce qu'il y a juste une réalité qui s'impose à eux. Là, le niveau de l'eau dans le fleuve, dans le Rhin, est tellement faible que l'industrie chimique n'arrive plus à faire passer les péniches. Donc ça fait... le cœur de l'économie allemande commence à réfléchir. Et pour le patronat de l'industrie, ils ont fait un bouquin de 300 pages qu'ils ont envoyé à Merkel en disant « C'est une obligation, il faut réussir la transition, c'est une opportunité, on peut créer des emplois et innover, mais pour rester compétitif, il nous faut 50 milliards chaque année. » Voilà. Et Merkel se dit, Gloops, 50 milliards, rien que... Enfin, j'étais pas là quand elle a dit Gloops, mais j'imagine. Elle se dit, rien que pour l'industrie, parfois je brode, hein, mais elle se dit 50 milliards, rien que pour l'industrie. Le logement va me demander 10 milliards, les transports vont... Voilà, donc Merkel et Altmaier disent, je ne sais pas comment le financer. Et aux Pays-Bas, c'est pareil, le niveau de l'océan monte. Il y a des citoyens qui ont porté plainte, donc la justice essaie très bien à condamner l'État néerlandais, mais le Premier ministre dit, je ne sais pas comment financer ni l'efficacité énergétique, ni les digues qu'il faut faire pour se protéger de l'océan. Au total, tu l'as cité, Adélaïde, c'est la Cour des comptes européenne, c'est très intéressant, parce que la Cour des comptes a sorti un rapport au vitriol. En général, les trucs de la Cour des comptes, on lit ça le soir quand on a du mal à s'endormir. C'est quand même très, très efficace pour trouver le sommeil. Et là, ils se sont lâchés en expliquant qu'il y en a marre des rapports où tout finit bien en 2050. En gros, ils visent la Commission européenne, où tout finit bien en 2050, parce que tout d'un coup, en 2040, on a trouvé les budgets. Et tout d'un coup, en 2043, il y a le saut technologique qui déchire et qui règle tous les problèmes. Et donc, la Cour des comptes dit que ce n'est pas sérieux de miser que dans des pays laïques, miser sur autant de miracles dans la dernière ligne droite, ça ne se fait pas. Et donc, la Cour des comptes dit, comme les climatologues, que tout se joue dans les prochaines années. Et la Cour des comptes dit que dès le prochain budget européen, qui commence en 2021, il faut un peu plus de 1100 milliards chaque année. Donc c'est intéressant, parce qu'on ne peut pas nous dire « vous êtes des rigolos, vous ne comprenez pas les contraintes ». La Cour des comptes passe son temps à dire qu'il y a des contraintes comptables, mais là, elle dit qu'il y a des contraintes encore plus importantes que les contraintes comptables et qu'on va se fracasser sur la question du climat si on n'est pas capable d'agir. Donc 1100 milliards, ça veut dire que financement privé et public, ensemble, sinon on n'arrivera pas à ce chiffre, il faut complètement changer de braquet. Ça tombe bien, j'ai fini dans 5 minutes, les amis. Ça tombe bien, il y a ici des copains qui ont créé le collectif Roosevelt, avec Stéphane Hessel, avec Michel Rocard, en 2012. Et un de nos slogans, je crois que j'ai encore l'autocollant, notre slogan, c'était « En 2008, quand il y a eu la crise, pour sauver les banques, on a mis 1000 milliards. En quelques jours, la BCE a mis 1000 milliards. Et la Réserve fédérale en a mis 2000 en quelques semaines. Donc on disait, il faudrait faire pareil pour sauver le climat. » Certains nous disaient oui, mais beaucoup de gens sérieux nous disaient, ça n'est pas possible. Vous savez bien que la Banque centrale ne voudra pas, les Allemands ne voudront pas. On l'a fait une fois pour éviter une catastrophe financière, mais jamais la BCE ne voudra de nouveau faire tourner la planche à billets comme ça. Et puis, patatras, fin 2014, l'argument tombe, puisque la BCE annonce qu'elle va créer 1000 milliards. Et ça, on le montre, parce qu'en Belgique comme en France, j'ai rencontré des dirigeants politiques de haut niveau, je ne donnerai pas de nom, qui pensaient que c'était pas possible. Donc quand je leur montre la une des Échos, ça fait sérieux, c'est un journal sérieux, ils me l'arrachent des mains, des hauts dirigeants français comme des hauts dirigeants belges, me l'ont arraché des mains. Ils ne savaient pas eux-mêmes que la BCE avait créé autant d'argent. Donc quand on était petit, on appelait ça la planche à billets, parce que c'était des planches qui tournaient pour faire des billets. Maintenant, c'est des ordinateurs. On met des mots chics pour faire un peu technique. Comme ça, les citoyens se disent « je ne comprends rien, le quantitative easing, je ne comprends rien. Il vaut mieux pas que je m'en mêle, sinon je vais dire une bêtise, je vais être ridicule. » Donc tout est fait pour que les citoyens, et c'est là que des gens comme Finance Watch sont utiles pour nous donner des billes, pour ne pas avoir peur d'être ridicule et ne pas l'être. Mais en fait, c'est très simple. C'est effectivement de la création monétaire pure. La BCE a le droit de créer de la monnaie. C'est un de ses droits fondamentaux. Et en plus de ces 1000 milliards de quantitative easing de routine, en plus, de temps en temps, la BCE annonce qu'elle fait des TLTRO, toujours dans les Échos, toujours pour montrer que c'est sérieux. En mars 2017, la BCE annonce en une journée, qu'elle crée 233 milliards qu'elle donne aux banques à taux négatif. Quand vous montrez ça à des élus locaux, en général, ils ont un petit malaise, parce que dans chaque ville de Belgique, on passe des nuits blanches au moment du budget. Il y a là une échevine qui pourrait nous en parler. Pour trouver à 1000 € près, on doit équilibrer le budget. Et là, sans aucun contrôle démocratique, en une journée, il y a 233 milliards.
Je rappelle les ordres de grandeur. Pour toute la France, Nicolas Hulot voulait 7 milliards chaque année pour isoler les bâtiments. On lui a dit 7 milliards, ce n'est pas possible, c'est beaucoup trop. Et sans aucun débat, 233 milliards en une journée. Avec Philippe Meistadt, qui hélas n'est plus de ce monde, mais qui nous a beaucoup aidés de façon remarquable jusqu'au bout, et avec des gens de la BUI qui parfois nous aident discrètement sans apparaître, on a fait, puis des gens qui ont vérifié nos calculs, on a regardé tous les TLTRO fait, on a enlevé ce que les banques ont déjà remboursé pour qu'on ne puisse pas nous dire qu'on compte 2 fois les mêmes sommes. Et on peut montrer qu'il y a eu plus de 2600 milliards qui ont été créés en 3 ans. 2600 milliards d'euros. Donc la question est de savoir où est parti cet argent. Là aussi, si des experts vous aident à comprendre les chiffres de la BCE, c'est assez facile. On peut montrer qu'il y en a 11% qui est allé dans l'économie réelle, puisque la stratégie, c'était on donne de l'argent aux banques, comme ça les banques seront gentilles et vont relancer l'activité. C'est ça l'idée dominante. Il y en a 11% qui est allé dans l'économie réelle, dans le bâtiment, dans les prêts aux familles, aux PME, et puis 89, presque 90%, soit qui a été remis tout de suite à la BCE, soit qui est allé à la spéculation, parce que les banques vont là où c'est le plus rentable. Et c'est tous les mois que les marchés financiers battent des nouveaux records. La dernière fois qu'il y a eu une crise financière, je parle de sous ton contrôle, c'était en fin 2007, le Dow Jones était monté à 14 000 points. 14 000 points. Il y a un an, il était à 20 000 points, les journaux. Et là, la semaine dernière, il était à 26 600 points. Voilà. 26 000, c'est du jamais vu. Et Trump se réveille la nuit pour faire des tweets, pour dire c'est génial, c'est du jamais vu. Effectivement, c'est du jamais vu. Un tel niveau de spéculation, c'est du jamais vu. Le problème, c'est qu'il n'y a que peu de gens qui s'en réjouissent. Maintenant, c'est tous les mois que le FMI nous dit qu'on va vers une nouvelle crise. Le FMI, la Banque mondiale, toujours le journal Les Échos, qui n'est pas le journal de la gauche radicale, qui nous explique qu'une nouvelle crise pourrait provoquer, d'après le FMI, 10 fois plus de dégâts qu'il y a 10 ans. Donc ça pose quand même un petit problème philosophique, anthropologique. On nous a appris à l'école qu'on était des homo sapiens sapiens, la branche la plus évoluée des primates, mais parfois on demande si on est des sapiens sapiens ou des débilus débilus, parce que ça fait 30 ans que le GIEC nous dit qu'il y a une gravité extrême et qu'il faut absolument agir, et on ne fait rien, voilà. On nous explique qu'il n'y a pas d'argent, mais il suffit de lire les journaux pour voir qu'il n'y en a jamais eu autant d'argent, et cet argent, au lieu d'aller créer des emplois, au lieu de nous permettre de respirer un air moins pollué, d'avoir une agriculture plus saine, de faire moins de dépenses de chauffage, au lieu d'aller au bon endroit, cet argent qui existe, il va nous préparer une crise financière qui peut être catastrophique. Et le scénario le plus probable, c'est ce que tu disais, on a une énorme crise financière, flambée du chômage, flambée des populismes, et on oublie la question du climat. Et dans 5 ans, dans 10 ans, une fois qu'on sera un peu sorti du chômage, voilà, on nous dira c'est trop tard. Donc est-ce qu'on continue comme ça, comme les lapins qui voient le camion arriver et comme totalement paralysés, et on se prend la double crise, ou est-ce qu'on est capable de réagir? Et puisqu'on a effectivement un débat sur où va l'Europe, les 4 mois qui viennent vont être fondamentaux pour savoir quelle est la feuille de route de l'Europe pour les 5 ans qui viennent, est-ce qu'on se dit qu'on a le droit de réagir et que l'argent de la banque de la création monétaire, au lieu d'aller n'importe où et essentiellement à la spéculation, on veut qu'il aille au bien commun qui est les créations d'emplois liées au climat et à la biodiversité. Donc concrètement, on propose 2 outils. Encore une fois, on dit que ce n'est pas la seule chose à faire. On reprend ce que dit 350.org pour dire qu'il faut complètement stopper les investissements dans les énergies fossiles. On ne prétend pas que notre projet épuise le sujet, mais nous, on propose de créer 2 outils. Premièrement, une banque du climat, que la création de la création monétaire, au lieu d'aller n'importe où, soit fléchée à 100% sur ce qui est bon pour la planète. Donc concrètement, soit on transforme la BUI, soit la Banque européenne d'investissement, soit on fait une filiale. Ça, c'est un débat entre technos. En fait, on s'en fiche un peu. Mais on crée une banque du climat et de la biodiversité. On a rédigé avec des grands juristes, Olivier de Schutter et d'autres. Olivier n'a pas pu venir ce soir, mais ça fait longtemps qu'on bosse avec lui, avec Philippe Lamberts et d'autres. Donc, on a rédigé le pacte qu'on demande. Et la première partie, c'est on crée une banque du climat qui a l'obligation de fournir à chaque pays de l'Union européenne une enveloppe qui correspond à 2% de son PIB chaque année pour financer l'efficacité énergétique, les transports en commun, les renouvelables, l'agriculture. Le chiffre de 2% du PIB, c'est le chiffre que reprend le GIEC et qui vient de Nicolas Stern, le grand économiste anglais, qui dit qu'il n'est pas trop tard pour agir et qu'en plus de ce qui existe déjà, et en plus des banques et des assurances à qui il va falloir changer les règles du jeu pour qu'elles stoppent les investissements fossiles et que cet argent aille en quelques années vers ce qui est bon pour la planète. Mais en plus de ce qui existe et des banques et des assurances, il faudrait que chaque pays ait une enveloppe de 2% de son PIB chaque année. Donc un traité européen qui dit chaque pays, vous savez, la France aurait chaque année 45 milliards. On serait sûr qu'on a 45 milliards qui arrivent. La Belgique aurait 6 ou 7 milliards chaque année, ou 8 milliards, je ne sais plus quel est le PIB de la Belgique. Mais on serait sûr, donc on peut se mettre au boulot dans les transports en commun, dans le logement, dans l'agriculture. On a des financements qui arrivent à taux zéro uniquement pour ça.
Et c'est tout à fait pesable. C'est des gens de la BUI qui nous disent la Banque européenne d'investissement a déjà une filiale. On pourrait très bien faire une filiale qui est uniquement à 100% avec des compétences climat et biodiversité. On y met 10 milliards de fonds propres et avec l'effet de levier, elle peut faire des centaines, petit à petit. La KfW en Allemagne n'a que 27 milliards de fonds propres et elle a fait 480 milliards de prêts. On y reviendra, mais je pense que le sujet ce soir n'est pas technique. Et des gens de la Banque européenne d'investissement nous ont dit l'autre jour au siège de la BUI qu'en fait c'était juste une question de volonté politique, que quand le mur de Berlin est tombé, il a suffi de 6 mois seulement pour que Helmut Kohl et François Mitterrand décident de créer une banque pour financer la transition. À l'époque, ce n'était pas la transition écologique, c'était la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie. Mais en partant de rien et en 6 mois, on a créé la BIRD. Donc là, on part d'une expertise. On a la BUI, on a la KfW. Il y a dans tous nos pays des banques qui ont une expertise. Si on décide de flécher de l'argent, on peut la créer en moins d'1 an, c'est sûr. Le deuxième outil, c'est un budget. On veut qu'il y ait un vrai budget. Quand on a fait l'école pour tous, en Belgique comme en France, on n'a pas dit aux parents qu'ils auraient des prêts à taux zéro. L'école était gratuite quelque temps avant d'être obligatoire. Si elle n'avait pas été gratuite, les gens auraient grogné quand on la rendait obligatoire. Voilà. Donc sur la question du climat, on ne peut pas tout rendre gratuit, mais il faut qu'il y ait des subsides, comme on dit en belge, des subventions, comme on dit en français. Si on veut isoler toutes les maisons, là où on habite, là où on travaille, on ne va pas demander à chaque famille, en moyenne, ça coûte en gros 25 000 € pour faire une vraie isolation. On ne va pas demander à chaque famille de s'endetter à hauteur de 25 000 €. Si on veut un vrai plan, donc il faut qu'il y ait des aides. Si on veut que toutes les entreprises se transforment, si on veut aider l'agriculture, il y a besoin de subventions. Si on veut un plan Marshall pour l'Afrique, il y a besoin d'un vrai plan d'aide. Quand l'Europe s'est relevée, le plan Marshall, à 80%, c'était des dons, ce n'était pas des prêts. Si on veut un vrai programme de recherche, améliorer le stockage des renouvelables, avoir des modèles de mobilité qui consomment beaucoup moins d'énergie et surtout des renouvelables, il faut mettre de l'argent. L'Europe a mis des milliards pour faire Airbus, on a mis des milliards pour faire Ariane. Est-ce qu'on est capable de mettre des milliards dans l'effort de recherche? Il y a déjà des solutions qui existent, mais il y a encore besoin de recherche. Donc pour toutes ces raisons, on veut un budget de 100 milliards. Et ça va être, à mes yeux, un des combats fondamentaux, parce que la banque du climat, maintenant, en gros, tout le monde est d'accord. À part l'extrême droite, on voit comme en France, en Belgique, la plupart des politiques commencent à se dire qu'il faut faire quelque chose, et donc ce sera la banque du climat. Mais s'il n'y a pas un budget, on en reparlera, je pense que l'effet sera complètement marginal. Donc comment trouver 100 milliards chaque année sans avoir des gilets jaunes qui bloquent tout? Parce que si on demande, je rappelle que 30 ou 40% des citoyens en Europe, ça dépend des pays, n'ont pas 1 euro d'économie, que 30 ou 40% d'entre nous, on est dans le rouge tous les mois. Donc si on dit aux gens qu'on va augmenter les taxes sur tout le monde, ça va peut-être un peu grogner. Voilà. Donc il y a un vrai besoin de justice fiscale. Et donc qui doit payer? On relance une vieille idée de Jacques Delors, qui était président de la Commission il y a 20 ans. Et Jacques Delors disait qu'il y avait une concurrence fiscale au sein de l'Europe qui était ridicule, que jamais les bénéfices n'ont été aussi importants. C'est le Figaro, le journal de l'ultra-gauche, qui titrait l'autre jour « Les dividendes en hausse de 23%. 23%, voilà, donc les dividendes n'ont jamais, dans tous nos pays, la part des bénéfices. Le fait qu'il y ait des bénéfices, c'est plutôt une bonne chose, ça veut dire que les entreprises vont bien. La question est de savoir où vont les bénéfices. Est-ce qu'ils sont partagés avec les salariés? Est-ce qu'ils vont dans l'investissement pour préparer l'avenir? Ou est-ce qu'ils vont de plus en plus pour les actionnaires et parfois les paradis fiscaux? Et le problème, c'est qu'il n'y a pas photo dans tous nos pays. La part des bénéfices augmente et la part des bénéfices qui n'est pas réinvestie augmente de façon considérable. Donc les bénéfices n'ont jamais été aussi importants, mais de façon incroyable, chaque pays européen baisse son impôt parce que le voisin a fait pareil. Donc quand j'étais petit, moi, l'impôt sur les bénéfices était à 40% en Europe. On est maintenant tombé à 20%, 19%. Et alors qu'aux États-Unis, de Roosevelt jusqu'à Trump, l'impôt sur les bénéfices était à 38%. Ça peut dire qu'on n'est pas des gauchistes. Quand Roosevelt arrive, c'est pareil. Les caisses étaient vides. La Floride baissait son impôt, le Texas baissait son impôt, l'Arkansas baissait son impôt, et les entreprises faisaient du tourisme fiscal. Et en 4 mois seulement, Roosevelt a fait un impôt fédéral en disant que vous soyez en Floride ou au Texas, on vous prendra 38%. Les actionnaires ont gueulé en disant que c'était un communiste qui allait tuer l'Amérique, mais Roosevelt tient bon, il a les citoyens avec lui, il tient bon. Et même Ronald Reagan ne l'a pas supprimé. De Roosevelt en 1933 jusqu'à l'an dernier, avec Trump, l'impôt était à 38%. Donc c'est le monde à l'envers de se dire qu'en Europe, on taxe 2 fois moins les bénéfices qu'aux États-Unis. Et même avec la réforme que Trump a fait voter, et qui inquiète beaucoup de monde parce que le déficit explose, même avec la réforme de Trump, on est tombé à 24. Donc il y a de la place à nos yeux. On ne va pas demander un impôt sur monsieur et madame tout le monde. On ne demande aucun effort aux artisans ou aux petites entreprises, mais on propose de créer un impôt européen sur les bénéfices qui permettra de financer la transition. Et si on a ça, on peut avoir des systèmes de subsides qui font que pour une famille, pour une PME, pour une ferme qui doit faire des travaux d'isolation, qui doit investir dans les renouvelables, on peut dire que la moitié de la facture sera payée par la collectivité et que l'autre moitié,
Je voyais l'autre jour une famille à Grenoble, ils ont fait des travaux d'isolation dans le bâtiment, un HLM, et le gars que je voyais devant moi disait « on a beaucoup moins chaud l'été, on a beaucoup moins froid l'hiver, et j'ai gagné 800 € chaque année ». Il dit « je peux faire le calcul, j'ai gagné 800 € sur mes dépenses d'énergie ». Donc une partie de cette économie peut être mise pour rembourser des prêts à taux zéro. Donc la moitié de la facture est payée par la collectivité, cash, quand vous devez faire des travaux, vous recevez un chèque, et l'autre moitié, ça vous invite aussi à ne pas laisser les fenêtres ouvertes en hiver. Vous devez faire des économies, ça vous permet les premières années de rembourser. J'arrête là-dessus en disant juste que le pacte, on y croit, on mouille la chemise dans tous les sens du terme depuis plusieurs années là-dessus, mais ça n'est pas la baguette magique. Il faut aussi changer les règles, stopper toutes les subventions. Quand on voit le bilan de la BEI, il y a des choses qu'elle fait qui sont bien, puis on continue les subventions aux énergies fossiles. Donc on voudrait qu'il y ait une directive européenne qui dit qu'il n'y a plus aucune subvention des États et aucun investissement des banques ou des assurances vers les énergies fossiles. Augmenter le prix du carbone. Il faut progressivement que ceux qui ne changeront pas leur comportement sachent que ça va leur coûter de plus en plus cher, y compris une taxe carbone aux frontières. Changer les règles du jeu, définir des nouvelles lois, dire que dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés, dire qu'on arrête de construire en béton. Le bilan d'un immeuble en béton est catastrophique alors qu'on pourrait construire en bois. Donc il y a besoin de changer les règles du jeu. Et puis pour financer pour tout ça, un des outils, c'est le pacte climat. Ça n'est pas la baguette magique, mais pour l'ensemble de l'Europe, entre les prêts à taux zéro et le budget, ça pourrait rapporter plus de 400 milliards. Et si on est sûr que pendant 30 ans, on a chaque année plus de 400 milliards, ça peut beaucoup aider. Je m'arrête en disant que c'est vraiment aux citoyens de faire bouger les choses. Beaucoup de gens désespèrent, mais je me souviens de la dernière discussion avec Stéphane Hessel. Stéphane n'est plus là, mais Stéphane Hessel était un des grands partisans de ce projet en 2012, et sa fille est avec nous. Et Stéphane, encore la dernière discussion qu'on a eue avec lui quelques jours avant qu'il meure, il me disait qu'il faut tout faire pour lutter contre le découragement. Beaucoup de gens pensent que c'est foutu, qu'on n'y arrivera pas. Et il faut rappeler qu'il y a eu des combats qu'on pensait foutus, mais que c'est des citoyens qui sont levés, qui ont gagné la bataille. Il disait toujours, on a connu l'apartheid et la fin de l'apartheid, on a connu le mur de Berlin, et la fin du mur, c'est parce que des citoyens l'ont décidé ainsi. Et je pense vraiment que dans les mois qui viennent, il faut qu'on mène le combat pour le climat. Merci, désolé si j'ai été trop long. C'est à moi ?